J'ai peut-être 1 million, 1,5 million de côté et je m'appauvris tous les mois. C'est extrêmement stressant comme situation. On est donc sur un rendement annuel à 11%. Certaines personnes avec lesquelles on arrive à générer sur l'année 2025 plus de 80 000 euros de rente à l'année. Entre 2010 jusqu'à la crise Covid, on a eu quand même beaucoup d'injections monétaires et encore plus post-Covid, où là on a eu sur le bilan de la Fed qui est passé de 5 000 milliards à 9 000 milliards en quelques années, ça a été flagrant. Bastien Puccini, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue ici dans nos studios flambant neufs à Levallois. Je sais que tu es basé à Lyon, tu es CGP, tu es directeur général et puis cofondateur de Leverage Gestion Privée. Alors, tu es venu pour nous parler de dette privée, oui. De dette privée off-market. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment et on va aborder aussi les sujets qui fâchent parce qu'aux États-Unis, un certain nombre de grands fonds ont restreint et limité les retraits. Donc, on va parler de tous ces sujets sans langue de bois, toujours avec le prisme du revenu, tu sais, prisme placement. Un placement, c'est quoi? C'est une durée, c'est une liquidité, c'est une sécurité, c'est une performance, c'est une fiscalité. Mais d'abord, deux mots sur toi. Tu es un jeune entrepreneur. Au revenu, on aime bien les créateurs d'entreprises. Deux petits mots. Tu viens d'où et pourquoi cette création pourquoi tu t'es installé en tant que CGP avec tes associés? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Christian, de me recevoir aujourd'hui dans vos locaux. Donc, effectivement, voilà, je dirige aujourd'hui le cabinet donc Leverage Gestion Privée. On est 4 associés. Avec un bureau back-office basé à Lyon, et puis également pas mal d'allers-retours de la part de l'équipe à Paris également. On a une bonne partie de nos investisseurs qu'on accompagne. Donc Leverage Gestion Privée, aujourd'hui, c'est un cabinet qu'on a fondé, donc maintenant ça fait 2 ans qu'on est vraiment à temps plein dessus. On est une quinzaine de collaborateurs à Lyon. Et en fait, on a, si tu veux, toujours été, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est dans le milieu de l'investissement avec les associés. On a d'abord fait le parcours un peu traditionnel, donc tu sais, cabinet de gestion privée parisien pendant les études. Voilà, en stage, en alternance, et puis ensuite dans la vie active. Et on est également passé par les réseaux d'indépendants, que tu connais peut-être, où tu vois un petit peu les fonctionnements qui n'ont pas toujours bonne presse, avec parfois une image où on a l'impression de vendre plutôt des produits plutôt que d'implémenter des stratégies vraiment sur mesure pour des investisseurs. Plutôt qu'avec du vrai conseil. Alors, C'est vous ça, êtes voilà. relativement récent, mais est-ce qu'il y a déjà un chiffre que tu donnes en termes d'encours sous gestion? Oui, aujourd'hui, en termes de capitaux conseillés, on va se situer aux alentours des 50 millions d'euros, en excluant tous les capitaux qui sont détenus chez d'autres compagnies d'assurance, chez d'autres brokers ou l'encours immobilier. Parce qu'on est également accrédité, carte T, carte J, on fait de la gestion immobilière. On a une centaine de biens sous gestion. Voilà, donc aujourd'hui à peu près 50 millions sous gestion, avec une partie croissante sur la dette privée qu'on va aborder du coup ensemble. Alors justement, pourquoi parler de dette privée aujourd'hui? Tout à l'heure, tu m'as un petit peu aguiché avec des taux de rendement autour de 10%. D'abord, c'est quoi de la dette privée off-market? Est-ce que tu peux un tout petit peu nous définir cette classe d'actifs, c'est vrai, qui explose depuis quelques années? Oui, bien sûr, bien sûr. La dette privée, en fait, vraiment, pour le coup, c'est que, c'est une classe d'actifs qui prend en intérêt, qui gagne en intérêt ces dernières années, puisque, alors je pense que beaucoup d'auditeurs du revenu le voient et que vous-même, vous le partagez, post-crise des subprimes, on a eu des taux d'intérêt relativement bas, on a eu beaucoup d'impression monétaire quand on regarde le bilan de la Fed américaine. Entre 2010 jusqu'à la crise Covid, on a eu quand même beaucoup d'injections monétaires et encore plus post-Covid, où là, on a eu sur le bilan de la Fed qui est passé de 5 000 milliards à 9 000 milliards en quelques années, ça a été flagrant. Et donc, beaucoup de personnes, potentiellement, pouvaient placer des fonds sur des marchés actions et attendre paisiblement que ça grimpe finalement sans être trop sélectif ou sans être trop initié. Et de plus en plus, là, depuis quelques temps, on le voit avec la volatilité qui revient, avec les incertitudes qui reviennent d'un point de vue fiscal, d'un point de vue macro, on se rend compte que sur les marchés financiers traditionnels, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir aller chercher de la performance, qu'il faut se former. Il faut pouvoir s'éduquer, il faut pouvoir suivre des médias comme Le Revenu d'ailleurs. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui sont donc séduites par une approche rendement fixe où finalement, ça ne nécessite pas d'aller suivre les marchés tous les jours, d'aller suivre entreprise par entreprise vraiment les actualités, les news, etc. Et donc, cette classe d'actifs séduit.
Rendement fixe, parce que c'est du prêt, forcément, du prêt privé. Donc, ce sont des obligues. Ce sont des obligations, tout à fait. Et donc, dans la classe d'actifs obligataires, on a énormément de sous-jacents. On peut faire de la dette d'État, du fonds euro particulièrement, de la dette privée high yield d'entreprise, dont on va parler tout à l'heure, avec notamment des fonds comme Blue Owl Capital, BlackRock, etc. Et donc, moi, c'est vrai qu'avec le cabinet, nous, on parle de dette privée off-market, tout simplement parce qu'on a choisi, nous, d'exposer cette activité de prêt privé qu'on développe, qui est une des cordes qu'on a à notre arc, dans du financement très niché. On va se mettre dans la niche marchand de biens. Donc, pour les personnes qui sont vraiment peu formées sur ce marché-là, c'est vraiment le fait d'acheter, revendre un bien immobilier, donc d'acheter à un certain prix, revendre plus cher et d'encaisser la plus-value. Et donc, nous, on s'est niché dans ce marché-là, de la dette privée, donc sur du financement d'opérations qui vont être inférieures à 12 mois. La plupart du temps, on ne va pas être sur de la promotion. C'est vraiment de l'achat-revente avec peu de travaux, peu d'urbanisme. Et donc, effectivement, on peut aller saisir beaucoup de valeur, capter beaucoup de valeur en peu de temps. Alors, prends tout à l'heure, antenne, tu me prenais un exemple d'une opération que vous aviez financée, je ne sais plus si c'était à Rouen ou à Reims. Est-ce que tu peux réexprimer en fait un peu les caractéristiques de cette opération? Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Donc là, en fait, pour le coup, et c'est vrai qu'on en parlait justement, quelle est la différence entre la promotion et le marchand de biens un peu plus court terme? Là, nous, l'opération qu'on a faite à Reims, effectivement, donc c'est une opération sur laquelle on est donc sur un rendement annuel à 11%, donc qui va consister en l'achat d'un immeuble, revente à la découpe de 7 lots. Donc on a 7 lots qui font chacun entre 30 et 50 mètres carrés. C'était un immeuble d'habitation, un immeuble de bureau? Immeuble d'habitation, pour le coup. C'est vrai qu'on fait un peu moins de bureaux. J'ai un marchand avec lequel je travaille qui est vraiment, lui, niché dans cette activité-là, mais la plupart, c'est sur de l'habitation. Donc, achat-revente d'un immeuble, revente à la découpe de 7 lots entre 30 et 50 mètres carrés chacun. Pas de travaux, pas forcément pas d'urbanisme. Et donc, la valeur vient du fait que le marchand donc, crée une copropriété, revend à la découpe les lots, et donc forcément, une revente à l'unité peut se revendre un petit peu plus cher. Lui, les seuls travaux, si tu veux, qui ont été faits dedans, c'est un petit peu d'aménagement, un petit peu d'amélioration visuelle, mais sur un immeuble qui est sain, sur un secteur qui est porteur. Et donc, en termes de fonctionnement, ce qui est bien nous, sur cette opération, c'est qu'on a pu donc financer en complément de l'apport du marchand de biens, donc du porteur de projet. On se substitue à la banque. C'est assez contre-intuitif parce qu'on peut se dire, mais attends, la dette privée coûte infiniment plus cher que la dette bancaire. Sauf que ça permet d'aller négocier beaucoup plus agressivement côté acheteur parce qu'on est sûr d'avoir le financement. Et donc, on n'inclut pas dans les compromis donc une condition suspensive d'obtention de prêt, c'est-à-dire que c'est une clause dans les compromis qui te permet de sortir de l'achat. On n'inclut pas ça. On est sûr d'avoir le financement et donc derrière, on a un marchand, là en l'occurrence, qui a mis un apport de 150 000 euros. Il nous a sollicité pour un prêt de 500 000 euros. Et donc derrière, lui, sur les 7 lots, il y en avait déjà 4 de pré-commercialisés, donc c'est-à-dire de la vente sur plan, avec déjà donc accord de financement de la part des banques. Donc tu vois, au moment où on rentre, on a déjà de la liquidité. Donc pour être très concret, donc c'est à la fois un placement, donc c'est au niveau du statut juridique du placement, donc c'est de l'obligation, c'est une obligation. Ensuite, c'est une durée de placement relativement courte, autour de 1 an, c'est ça? C'est ça. Mais j'imagine que si les travaux durent un peu plus longtemps, et ça peut éventuellement se prolonger jusqu'à 18 mois, voire 24 mois dans un certain nombre de cas. Le rendement, tu me dis, c'est 7, 8, 9%, c'est ça, voire même davantage? Oui, alors l'opération à Reims, par exemple, serait sur celle-là, effectivement, on est à 11%. D'accord. Annualisé. D'accord. Et donc, effectivement, si l'opération dure 6 mois, on va être à 5,5 parce qu'il y a un prorata qui est fait sur la durée. Donc, c'est au niveau fiscalité, c'est de la flat tax, 31,4. Tout à fait. C'est ça. Ça dépend, bien sûr, où sont logées les obligations, mais j'imagine que si elles sont sur un compte titre ordinaire, c'est 31,4. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, à la différence qu'on ne rentre pas via un compte titre, mais effectivement, ça va être la même fiscalité que le compte titre. Là, en l'occurrence, tu peux rentrer en direct, en fait. D'accord, ok. Et donc, en termes, bien sûr, il faut le rappeler, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de garantie sur le capital. Il y a quand même un risque. Si l'opération ne va pas jusqu'à son terme, voire si les biens ne sont pas vendus comme à la hauteur du prix escompté, il y a un risque de ne pas être remboursé en tout ou partie de ces obligations. C'est bien ça que j'ai bien résumé? Oui, tout à fait. Alors effectivement, et c'est là justement que vont intervenir 2 points
absolument majeur dans le financement en dette privée que nous, on opère justement dans la niche, encore une fois, marchand de biens, donc achat-revente. En termes de durée, effectivement, c'est vrai qu'on va avoir tendance à cibler des opérations avec peu de travaux. Donc, tu vois, on va chercher les manières vraiment simples de créer de la valeur. Donc, c'est-à-dire potentiellement de la division, revente à la découpe. C'est une manière simple de créer de la valeur. De la création de surfaces habitables, potentiellement. Il y a beaucoup de projets qui se font, par exemple, sur des maisons avec terrain où on divise, on revend la maison d'un côté, le terrain constructible de l'autre. Ça, c'est des manières qui permettent de créer de la valeur en limitant, tu vois, les incertitudes sur des gros travaux qui nécessitent des accords d'urbanisme, de purger tous les recours d'urbanisme, etc. Sur le rendement, effectivement, on va être entre 10 et 11% annualisé, hein, mais ce qui est la moyenne, hein, ce que tu peux retrouver d'ailleurs sur beaucoup de plateformes de crowdfunding qui pratiquent le prêt privé. Et en termes, par contre, du coup, de garantie, le capital absolument n'est pas garanti du tout. En revanche, nous, les sécurités qu'on va prendre, les garde-fous qu'on va prendre, ça va être au niveau du bien, donc de l'opération du bien financé. Vu qu'on se substitue à la banque, on peut prendre une hypothèque de premier rang. On prend également une caution personnelle sur le dirigeant en complément. Et les flux donc financiers transitent par le notaire uniquement. C'est-à-dire qu'au remboursement de l'opération, les flux passent par le notaire, le notaire rembourse les prêteurs et ensuite verse le reliquat à l'opérateur. Donc on minimise aussi le risque d'un opérateur qui part avec la caisse ou qui réinjecte dans des futures opérations. Mais alors pourquoi le marchand de biens ne se tourne pas effectivement tout simplement vers une banque, parce qu'il pourrait espérer se financer aujourd'hui, je ne sais pas, à autour de 4-5%? Oui, tout à fait. En fait, les banques sur du marchand de biens, tu vas te financer sur Euribor 3 mois plus la marge de la banque. Et effectivement, c'est les taux que tu annonces. Il y a plusieurs raisons et c'est assez contre-intuitif. On aurait tendance à penser que les très gros marchands de biens ont des lignes de crédit presque illimitées auprès des banques. Et en fait, parfois, c'est même l'inverse. Donc, elles ont déjà beaucoup d'encours. Ils ont déjà beaucoup d'encours auprès des banques, donc beaucoup de dettes. Donc, parfois, on va leur demander quand même d'assainir un petit peu leur stock avant de repartir sur des opérations. Et parfois, tout simplement, c'est des marchands qui n'ont plus du tout de dette auprès de la banque, puisque une fois qu'ils ont intégré le coût de la dette privée dans leurs opérations, ils savent qu'ils peuvent être financés et ils savent qu'ils peuvent être financés rapidement. Moyennant, effectivement, on place des garanties très solides que nous, on prend, mais derrière, ça leur permet d'avoir un flux de capitaux constant et surtout, donc, des délais plus courts, des garanties donc plus rapides, hein, une confirmation de financement plus rapide. Et dans la négociation, de pouvoir négocier, de dire j'achète comptant. Je n'achète pas via une banque. Et c'est vrai que ça, ces éléments-là, mis à la chaîne pour un opérateur expérimenté, ça fait la différence. Alors, il y a deux sujets, on en parlait tout à l'heure off. D'abord, il y a pas mal de fonds américains de dette privée, des gros fonds qui ont placé des limites au retrait, parce qu'ils rencontrent des difficultés. Et donc, il y a une petite prudence en ce moment, un attentisme sur ce placement de dette privée. Alors, tu m'expliquais tout à l'heure que ça, c'était des très gros fonds, tandis que toi, t'es sur des petites opérations. Explique-nous pourquoi il ne faut pas s'inquiéter sur la dette privée que tu proposes. Oui. Alors, effectivement, alors je te rejoins quand même sur un point. C'est vrai que la dette privée, le principal risque auquel on s'expose, c'est le risque de liquidité. Et donc, d'ailleurs, c'est vrai que par rapport à ça, quelqu'un qui a un horizon de placement qui est très court ou qui a besoin de liquidité à 6-12 mois, il faut mieux quand même rentrer dans cette logique de diversification, de pouvoir avoir des actifs sur des supports liquides. Maintenant, c'est vrai que des fonds comme Blue Owl Capital ou même comme BlackRock, qui ont un petit peu limité les retraits sur le marché de la dette privée, dans la niche achat-revente en immobilier, la sélection, elle va se faire à l'entrée, donc au moment où on prête les fonds. Comme je te le disais, c'est vrai que nous, on va viser des opérations sur lesquelles il y a peu de travaux, peu d'urbanisme, et sur lesquelles également, on a une liquidité à la sortie qui est déjà préparée. Donc, c'est-à-dire de l'intérêt de la part d'acheteurs pour racheter les biens immobiliers à la sortie. Et la différence, en fait, c'est que dans une activité où tu vas prêter à un opérateur qui fait une opération d'achat-revente ciblée, nichée, avec un business plan qui est maîtrisé de la part du porteur, un track record, donc un historique d'opération qui est maîtrisé, une liquidité à la sortie, on va être nettement différent ça va être clairement différent que le fonds qui va te dire j'investis dans un pool de 3000 entreprises sur du crédit à 10 ans et puis voilà, pendant 10 ans les entreprises se développent et parfois le risque que tu prends c'est qu'au final dans le management on peut presque intégrer cette ligne de prêt comme acquise et donc au final on paye que des intérêts donc ils sont à 2% par trimestre, 5% par semestre, 10% par an. Mais ça reste que des intérêts. Donc, à échéance du prêt, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas la trésorerie pour rembourser le capital ?
on refait de la dette, et là, on peut rentrer vraiment dans quelque chose de très vicieux. On voit bien que ce n'est pas du tout le même type quand même de produits que ceux qui sont proposés aux États-Unis par des grands noms de la gestion. Pour que je comprenne bien, quand même, les intérêts, ils sont versés au fil de l'eau, ou ils sont versés in fine avec le capital? Tu peux avoir les deux modèles. Ça dépend le modèle. Maintenant, c'est vrai que sur des opérations, vraiment pour le coup, on a fait des opérations qui ont duré moins de 6 mois parfois. Là, tu n'as pas un grand intérêt à rémunérer des intérêts de suite. Et la plupart du temps, nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on rémunère in fine. Ça fait travailler le capital aussi plus longtemps, plutôt que de l'amortir au compte-gouttes. Donc, on rémunère in fine. Et effectivement, il y a vraiment cet enjeu de business plan avec vraiment, on fait le circuit de A à Z. Donc, on a du financement pour acheter, on contrôle. Et c'est ça, je pense, vraiment le mot qui est important pour bien dissocier ça des activités de prêt à une boîte au global ou vers un pool de boîtes au global. Là, on contrôle complètement ce qui est fait par l'opérateur. On prête pour acheter un bien, on récupère à la revente du bien. S'il y a quoi que ce soit qui est fait en dehors de ça, on sort du contrat, on peut attaquer l'opérateur. Donc tu vois, la marge de manœuvre, elle est quand même beaucoup plus limitée. Et les horizons de temps sont beaucoup plus cadrés. Et toi, tu n'as pas d'augmentation de taux de défaillance depuis 3 mois ou 6 mois, vu la situation du marché immobilier? Non, vos opérations sortent comme prévu. Alors, la plupart des opérations, effectivement, sortent comme prévu. On n'a pas eu de taux de défaut à date. Bon, voilà, après, on n'est pas à l'abri que ça arrive, mais pour l'instant, on n'a pas eu de taux de défaut. Le seul point qu'on a eu, et là, effectivement, on en revient sur ce risque de liquidité, c'est qu'on a des marchands, effectivement, qui nous ont demandé un complément de 3 mois pour finir leurs opérations. Et ça, souvent, c'est dû quand, à la sortie, on a des produits un peu chers, tu vois, par exemple, là, 500 000, 700 000, 800 000 euros, avec des acheteurs en face qui n'obtiennent pas leur prêt. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, on a pu avoir des gens qui disaient j'avais un processus d'achat entamé avec un acheteur. Malheureusement, il n'a pas eu son financement, donc on remet le bien à la vente. Et là, on peut avoir un petit peu de rallonge qui est fait. En fait, ce que tu proposes, c'est un mode de fonctionnement assez proche du crowdfunding immobilier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça s'apparente un petit peu à ce que de gros acteurs font sur le modèle de dette privée. Le marchand de biens, en plus, on le voit, c'est un peu à la mode depuis quelques années. Donc effectivement, ça s'en rapproche. À la différence quand même, et c'est pour ça que je parlais justement en off de dette privée off-market, c'est que là, nous, on va avoir notre cahier des charges qui est extrêmement, qui va restreindre beaucoup d'opérations lorsqu'on source. Donc on n'a pas des volumes non plus énormes. Là, je dirais qu'on est entre 1,5 million et 3 millions par mois en termes de volume de financement. Et le deuxième point aussi, c'est que du coup, on limite aussi un petit peu le nombre d'investisseurs qu'on fait rentrer sur les projets. Donc, à la différence d'une plateforme de crowdfunding qui peut avoir, parfois, c'est des volumes de 20-30 millions par mois. Le risque, en fait, c'est d'arriver au stade où tu as plus de fonds que de projets. Et du coup, tu te mets à baisser tes standards ou à accepter des opérations qui ne rentrent pas dans ton cahier des charges. Donc, des opérations de promotion plus longues, des opérations sur lesquelles on n'a pas d'apport de la part de l'opérateur. Donc, du coup, forcément, l'opérateur qui ne met pas 10-20% d'apport est peut-être un peu moins impliqué dans le projet. Donc, plus tu as de capitaux à aligner, plus tu dois aller chercher des projets. Donc, au risque, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais au risque, effectivement, de prendre des opérations qui sont peut-être un peu moins sécurisées. Et c'est vrai que nous, dans la prospection de marchands qu'on a faite, on est allé travailler soit avec des petits acteurs crowdfunders accrédités quand même auprès de l'autorité des marchés financiers comme PSFP, donc prestataires de services de financement participatif, soit nous-mêmes en direct, donc avec le cabinet Overlord, pour aller financer du coup des marchands. Alors toi, tu t'adresses à quel type de profil d'épargnants? Plutôt alors des professions libérales, plutôt des entreprises, plutôt des épargnants aisés qui cherchent des opportunités d'investissement pour 2-3 ans. Quel est le profil un tout petit peu et le ticket moyen chez toi? Aujourd'hui, nous, les investisseurs qu'on accompagne, en fait, avec le cabinet, l'ADN, c'est de pouvoir délivrer du rendement fixe. Donc ça, c'est vrai qu'on le fait à travers un panel de placements. On va aussi faire du contrat luxembourgeois, du compte titre, etc. Mais à travers les produits de dette privée donc, qu'on peut proposer à un investisseur, bien évidemment après avoir fait l'étude de son profil de risque, vraiment le type de profil qu'on adresse, c'est la personne qui n'a pas forcément le temps d'aller analyser les marchés quotidiennement pour suivre l'évolution, pour tolérer aussi cette volatilité, parce que c'est un risque qu'il faut pouvoir encaisser. La personne qui veut générer des revenus complémentaires aussi, alors soit pour plus tard,
quand elle est à 5 ans, 10 ans, 15 ans de la retraite. Et là, on va être dans ce que nous, on appelle au sein du cabinet donc la phase de capitalisation. C'est-à-dire je prépare mon avenir financier avec de l'épargne mensuelle, du DCA, de l'arbitrage de capital, du prêt immobilier, mais aussi pour des personnes qui sont déjà proches de la retraite ou déjà à la retraite et qui se disent j'ai du capital, je suis allé voir ma banque, la stratégie proposée c'est compte à terme, rachat mensuel, et donc j'ai un rendement à 2% par an, et finalement je m'appauvris tous les mois. Et c'est extrêmement stressant comme situation. Et donc, effectivement, des professions libérales, des chefs d'entreprise qui ont une retraite, un pouvoir d'achat qui baisse drastiquement au moment de la retraite, peuvent avoir cette sensation extrêmement désagréable de se dire j'ai peut-être 1 million, 1,5 million de côté et je m'appauvris tous les mois. Et donc nous, le but à travers ces stratégies d'investissement en rendement fixe, c'est justement de pouvoir dire quel est le niveau de rente qu'on peut générer tout en stabilisant le niveau de patrimoine, voire même en l'augmentant. Puisque si on arrive à générer, certaines personnes avec lesquelles on arrive à générer sur l'année 2025 plus de 80 000 euros de rente à l'année, au final, la personne n'a pas eu besoin de tout ce capital-là, donc elle en a réinvesti une partie. Donc c'est vraiment avec quel capital 80 000 euros de rente? Alors en l'occurrence, là, si on met tout bout à bout, il y avait un peu d'assurance vie, un petit peu de crypto. Alors, les cryptos n'ont pas aidé à faire la performance. Et beaucoup de dettes privées. On était au total à 950 000 euros. Un petit million. Voilà. Tout petit peu moins, mais oui, c'est ça, aux alentours d'1 million d'euros, oui, effectivement. Donc vraiment, c'est ces personnes-là qui sont en train de préparer la retraite, déjà à la retraite, qui ne souhaitent pas forcément subir cette volatilité des marchés ou trop suivre les marchés quotidiennement et générer du revenu stable pour leur quotidien, pour améliorer leur qualité de vie. Eh ben, Bastien Puccini, merci beaucoup. Je rappelle que tu es donc l'un des fondateurs et directeur général de Leverage Gestion Privée. C'est vrai que aujourd'hui, en 2026, il ne faut pas hésiter à sortir un tout petit peu des placements classiques qui, pour certains, rapportent moins que l'inflation. Effectivement, c'est le meilleur chemin pour s'appauvrir à long terme. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'en profite pour un petit coup de pub. Vous découvrirez en kiosque le dernier numéro du Revenu, donc qui gagnait plus avec la science, IA, robotique, algorithme chez vos marchands de journaux. Voilà, de nombreux conseils pour savoir où placer votre argent. Et puis également notre hors-série fiscale. On ne peut plus d'actualité puisqu'on va rentrer dans la période de déclaration de vos revenus 2025. Sachez qu'au moment de remplir votre déclaration de revenus, il y a encore un certain nombre de choix qui peuvent s'imposer à vous. Et donc, de nombreux conseils pour ne pas payer 1 euro de trop. Voilà, je vous dis à bientôt sur le Revenu TV et sur les réseaux sociaux pour d'autres interviews de leaders du monde du patrimoine.